Mesdames, Messieurs, bonjour. Mercredi 2 janvier 2019, midi 15, 12h, au micro Mamoudi Brakan. Voici les titres du midi présidentiel du 24 février. Les 27 candidats seront fixés sur la validité ou non de leur parrainage. Le Conseil constitutionnel publie une première liste ce mercredi. 23 candidats de l'opposition mettent déjà en garde contre toute éventuelle invalidation du moindre dossier. Grève des cheminots de Dakar-Bamako ferroviaire, un mot d'ordre qu'ils comptent maintenir jusqu'à la satisfaction totale de leurs doléances. Les travailleurs du chemin de fer courent derrière 2 mois de salaire pour les Sénégalais et 9 pour les Maliens. 6000 parcelles aux milliers de victimes du projet immobilier avorté de Tivaouane Peulh. La mesure annoncée par le président Macky Sall remet sur la table le scandale foncier Namora. Le collectif des acquéreurs de propriétés réclame un traitement diligent du dossier. Actualité culturelle, ouverture du musée des civilisations au public aujourd'hui. Une entrée libre et gratuite pour apprécier les belles œuvres. Présidentielle de dimanche dernier en RDC, dans l'attente des résultats, la confusion totale. Les États-Unis et l'Union européenne demandent le rétablissement du réseau Internet coupé depuis lundi. Et puis en sport, CAF Awards à Dakar, polémique sur l'enveloppe du gouvernement sénégalais pour l'organisation de l'événement. Pour certains, l'État ne doit pas financer la CAF. Bienvenue dans ce midi. Première décision du Conseil constitutionnel sur les parrainages. Les candidats à l'élection présidentielle du 24 février commencent à défiler au siège de l'institution. Ils sont venus recueillir des informations sur la validation de leur signature pour les uns et l'invalidation éventuelle pour les autres. Tout cela se déroule en présence de notre reporter Baba Ndiaye. Bonjour Baba. Oui, bonjour Mamadou. Que faut-il retenir de cette matinée au Conseil constitutionnel ? Jour de vérité pour les candidats à la candidature à l'élection présidentielle du 24 février prochain. Les recalés et les admis pour l'étape du parrainage seront édifiés sur leur sort par le Conseil constitutionnel qui va donner son verdict pour la vérification des parrainages des candidats à la candidature après convocation pour récupérer les procès-verbaux sur la vingtaine donc, de dossiers. 19 des listes ont été déchirées suite au contrôle du logiciel. Rappelons que la première étape, seuls les candidats Macky Sall, Ousmane Sonko, Issa Sall, Khalifa Ababakar Sall et Karim Wade avaient assuré leur passage. Certains candidats de l'opposition comptent ainsi se battre contre le rejet de leur candidature. La liste définitive des candidats donc retenus va être publiée le 2 janvier prochain. Mais avant cela, Mamadou, il faut signaler que la presque totalité des leaders de l'opposition sont aujourd'hui présents. On peut citer Pierre Gouadui Atepa, Malik Gakou, Bougane Gueye Dany, entre autres. Et également l'information à retenir, il faut également signaler que le dispositif sécuritaire établi est impressionnant. Les entrées sont filtrées, une forte sécurisation donc des lieux par les éléments de la gendarmerie nationale. Les leaders de l'opposition ont tenu tout à l'heure un point de presse pour dénoncer la longue attente, mais la réponse ne s'est pas fait attendre du côté de la majorité avec Aminata Touré. Ils ont finalement été appelés par ordre de dépôt par le greffe du Conseil constitutionnel il n'y a même pas 2 minutes. Et puis l'info, c'est sur les 27 listes déposées. Donc 2 n'ont pas déféré aux convocations ce matin. Donc ils ont tous été appelés. Les mandataires sont présentement dans le Conseil constitutionnel. On attend donc de voir la suite à donner dans cette affaire donc des parrainages ici encore au lieu donc du Conseil constitutionnel du Sénégal. Mamadou. Merci Baba Ndiaye. L'info en continu sur www.imedia.sn. 6000 parcelles aux victimes du projet immobilier avorté de Tivaouane Peulh. Une promesse du chef de l'État lors de son traditionnel message de Nouvel An. Parmi les personnes concernées par cette affaire dite Namora, du nom de la société immobilière mise en cause, de nombreux émigrés sénégalais vivant notamment aux États-Unis, en France et en Italie. Un scandale foncier évalué à plusieurs milliards de nos francs. Le collectif des acquéreurs de parcelles ne s'est pas fait prier pour réclamer un traitement diligent du dossier. Awa Diop nous replonge dans les profondeurs du scandale foncier.
Les faits remontent à 2009-2011. Des émigrés sénégalais vivant aux États-Unis, en France ou en Italie et des adhérents aux coopératives d'habitat du Sud-Sas, des ICS, de l'ONAS pour n'en citer que ceux-là, ont versé des milliards de non-francs à la société Namora pour la construction de villas qui ne leur sont jamais livrées. Rien que les adhérents du syndicat unique des travailleurs de la santé et de l'action sociale ont versé plus de 3 milliards de francs CFA pour la construction de milliers de villas, 150 millions de francs CFA des ICS, 100 millions de francs CFA de l'ONAS, près de 200 millions de regroupements des travailleurs de diverses structures. Mais tous se sont fait arnaquer. Les villas promises n'ont pas été livrées aux adhérents. Dans le site situé à Tuawanpeul, seule une centaine de villas ont été construites sur plus de 7000 prévues. Pire, celles-ci n'étaient pas habitables pour des raisons d'assainissement, mais aussi la société ne détenait pas de titre sur les 50 hectares de terrain. Le groupe s'est ensuite disloqué avant la sortie du bail, suite à une longue série de plaintes pour escroquerie financière et abus de confiance. Le patron de la société Namora est arrêté par la gendarmerie pour un préjudice évalué à plus de 2 milliards de francs CFA. Mais aujourd'hui, ces victimes de ce projet immobilier avorté peuvent afficher le sourire. Le président Macky Sall a demandé à son gouvernement de lui soumettre dans les meilleurs délais des propositions pour attribuer des parcelles aux milliers de victimes de Namora. L'avocat du dit collectif Avoy Diop réagit également au lendemain de l'annonce du président de la République. Maître Moustapha Dieng plaide pour la diaspora auprès de l'État sénégalais sur la lancinante question de l'habitat. Un émigré, un toit, on en est encore loin. Pape Ibrahima Ndiaye. Satisfait de la volonté affichée par l'État de résoudre cette affaire Namora, Maître Moustapha Dieng, avocat des victimes, estime que cette affaire qu'il qualifie de scandale financier a trop duré. Depuis 2009, parce que je rappelle qu'il s'agit d'une convention tripartite entre la coopérative d'habitat des femmes de France, la coopérative d'habitat des femmes d'Atlanta, la direction, le ministère à l'époque des Sénégalais de l'extérieur et le groupe Namora. Et dans cette affaire, malheureusement, s'il y a une partie qui a toujours respecté ses engagements, c'est le collectif des femmes de la diaspora de France et des États-Unis. Ils ont versé, je rappelle à l'époque, sous le contrôle de l'État du Sénégal, près de 2 milliards de francs CFA au groupe Namora. Face à la souffrance et la détresse des victimes, la réaction de l'État vient en son heure, selon lui. J'ai moi-même, après avoir initié des procédures, saisi la plus haute instance de ce pays, à savoir le président de la République en 2016, et il est heureux de constater aujourd'hui que le président Macky Sall, il faut le dire, a répondu favorablement à la demande des femmes de la diaspora, qui est quand même de retrouver leurs droits. Ils ont droit à un toit, ils ont cotisé pour cela, que le groupe Namora ait ou non des problèmes avec des tiers ne peut en aucun cas affecter le projet, parce qu'il y avait quelques 10 hectares qui avaient été affectés. Toute construction édifiée sur le site doit revenir intégralement aux femmes de la diaspora. Et pour éviter que l'histoire ne se répète, l'État doit soutenir davantage la diaspora, pense l'avocat. Il y a un problème d'information. Je ne dirais pas précipitation de leur part, mais il appartient au pouvoir public de donner tous les instruments nécessaires, des instruments juridiques, l'étude du milieu, également les mettre en présence de partenaires fiables qui leur permettront quand même de réaliser les projets. Pour rappel, l'affaire Namora qui date de 2009 est un programme de construction de plus de 7000 logements sociaux dont 200 ont seulement vu le jour jusqu'à présent. Dette aux établissements privés supérieurs, l'État annonce un plan de décaissement de 8 milliards de francs CFA. Les paiements vont débuter dans la deuxième quinzaine de janvier. Le Soleil qui donne l'information cite le directeur de l'enseignement supérieur privé, Sengan Mbouch. Ces retards de paiement ont entraîné l'exclusion de milliers d'étudiants des universités privées. Il est 12h08. E-Radio, les infos d'ici et d'ailleurs. Mouvement d'humeur des travailleurs du Dakar-Bamako ferroviaire. Ils ont tenu une assemblée générale ce matin à Thiès, la cité du rail. Les cheminots sénégalais et maliens ont pris la résolution d'arrêter le travail jusqu'à satisfaction de leurs revendications. Du côté du Sénégal, ils parlent de 2 mois sans salaire et de 9 du côté du Mali. Compte rendu de l'assemblée générale avec Isidore Alexandre Sen.
Les nerfs étaient tendus ce matin après que les préposés à la sécurité ont essayé de filtrer les entrées au siège de Dakar Bamako Ferroviaire. 9 heures passées, l'Assemblée générale démarre avec une mise en garde. Mambay Tunkara, secrétaire général du syndicat des travailleurs de Sutraï. Arrêter les activités en attendant que les salaires soient précis et ensuite maintenant rester définitivement en mouvement de sitting jusqu'à ce que des décisions puissent être prises afin de trouver des solutions. Les cheminots tirent le diable par la queue pour non paiement de salaire. Ce retard des salaires est causé par peut-être la gestion des salaires au niveau du trésor public. Et maintenant, si on va à chaque mois qu'on nous dise que vous ne faites rien et que vos salaires sont peut-être commandés, malheureusement pour nous, c'est les États qui avaient décidé de concéder cette entreprise et l'ont donné à des privés qui l'ont dilapidé. Aujourd'hui, si maintenant l'État s'est permis de reprendre l'entreprise et de nous accompagner à sa relance et que ces moyens ne sont pas débloqués, il y a défaut, manque de prise en charge médicale, de la situation de non-reversement des cotisations sociales. À Dakar, Bamako Ferroviaire également, le fustige l'attitude de l'administrateur général. Il nous a fait comprendre qu'il est élu par les autorités, mais les décisions proviennent des autorités. En fin de compte, qu'on sache que lui, il nous a déjà montré le chemin. Mambay Tunkara poursuit et lance cet appel au chef de l'État. Nous voulons que le président, son Excellence, Monsieur le Président de la République, Macky Sall, prenne le dossier de DBF en main. Rappelons que certains travailleurs de Sutraï étaient interpellés et auditionnés au commissariat central de Thiès avant d'être libérés. Mais en attendant, le sit-in se poursuit à Dakar, Bamako Ferroviaire, où les cheminots sont à l'écoute des autorités. Isidore Alexandre Sen, Thiès, iRadio. Quittons le train pour le bus. Généralisation du projet des minibus lancé par le CETUD. Le département de Mbour fera partie des bénéficiaires. Thérèse Ndao, la directrice des opérations du CETUD. Les résultats du CETUD sont probants. À Dakar, le CETUD a été l'agence chargée de la mise en œuvre de l'important programme de renouvellement des cars rapides Ndiaga, vous le voyez à Dakar. Et les résultats bénéfiques ont fait que les autorités, son Excellence Macky Sall et son gouvernement, ont instruit le CETUD à travers le ministre des Infrastructures pour dupliquer ce programme dans les différentes localités du pays. Et en dehors de Dakar maintenant, le programme de renouvellement et de mise en place d'un système de transport bénéfique pour les populations. Donc le projet se déploie partout dans le Sénégal. Nous sommes actuellement dans 12 villes et Mbour en fait partie. Si vous voyez, la ville de Mbour, la commune de Mbour a déjà bénéficié de cet important programme et les minibus sont exploités à Mbour au bénéfice des opérateurs. C'est des opérations qui sont rentables pour les transporteurs mais également bénéfiques pour les populations. Le bonheur des uns fait le malheur des autres. Le proverbe s'applique à la veille de l'inauguration du pont de Farafenni. Alors que les futurs passagers et transporteurs affichent déjà le sourire, les commerçants établis à Farafenni depuis des années craignent pour leur avenir. Un reportage d'Ousmane Dem. Lorsqu'on met les pieds à Farafenni, ce sont les longues files de véhicules qui attirent l'attention. À cela s'ajoute un remue-ménage indescriptible. De l'autre côté, les ouvriers en charge de la construction du pont sont à pied d'œuvre. L'ouverture de ce pont est prévue dans les jours à venir. Toutefois, ce pont ne fera pas que des erreurs. Cet homme, sous le couvert de l'anonymat, tient sa boutique à Farafenni depuis une dizaine d'années. Il craint pour son avenir. Notre travail ne marche que lorsque le barrage est établi. Donc, avec l'ouverture du pont, il n'y aura plus de véhicules ni de clients. Cela veut dire que notre travail ne marchera plus. À Farafenni, le transport interurbain marche bien également. Sur place, nous avions trouvé beaucoup de taxis. Leurs propriétaires sont dans le désarroi. Seul Dieu sait ce que sera demain. Même si on ouvre le pont, on va s'en remettre au Tout-Puissant. À Farafenni, les avis sont partagés sur l'existence de ce pont qui sera bientôt inauguré. Ousmane Dem de retour de Farafenni pour iRadio. Et puis la culture, le musée des civilisations noires ouvre ses portes au grand public. Une entrée que la direction du musée veut libre et gratuite durant tout le mois de janvier. Nonobstant le plan de rentabilisation en cours de réalisation, il faut bien un retour sur investissement. Pour les artistes, le musée devrait être une aubaine. Oumou Kalsumba.
Les fonctions originelles des musées sont d'éduquer, préserver et exposer une collection des œuvres d'art. Aujourd'hui, ils font face à de nouveaux enjeux tels que la gestion des flux des visiteurs et la recherche de profit. Pour le cas du musée des civilisations noires, la direction travaille sur un plan de rentabilisation des ressources financières. Hamadi Bokoum, directeur du musée. Pour ce qui est du plan de développement économique, donc on a déjà développé un modèle parce qu'il n'y a pas que les expositions que nous avons des espaces qui peuvent rapporter des ressources, mais il y aura à partir de février une billetterie. Là aussi, nous avons décidé d'avoir une billetterie qui ne soit pas chromatique, c'est-à-dire on ne fera pas payer les étrangers plus que les Sénégalais. Tout le monde va payer à peu près la même chose. La médiatisation des expositions est révélateur de l'intégration des musées à l'industrie de la consommation culturelle et de l'imbrication croissante entre culture et société de marché. Papa Sombanyaï, alias Buzz, artiste plasticien. Le fait d'être sélectionné, c'est déjà quelque chose pour l'artiste. Parce que ce musée est tellement ouvert par rapport au public international. Donc c'est d'abord quelque chose pour que l'artiste soit en profiter. Vous voyez. Dans les musées en général, à chaque fois on paye pour des visites et autres afin que le peuple, là où le musée est, puisse en tirer profit et qu'en même temps l'artiste aussi va pas en tirer profit. Donc ça c'est déjà quelque chose. Vous voyez. Or sa visibilité sur le plan international, donc pour moi ça c'est tellement intéressant. Construit sur une superficie de 14 000 m², le coût du musée des civilisations noires est estimé à plus de 20 milliards de francs CFA. Ce joyau a vu le jour grâce à l'appui financier de la Chine. L'actualité internationale sur e-Radio. Ousmane Gueye pour nous présenter l'actualité à l'étranger. Bonjour Ousmane. Bonjour Mamoudou. D'abord le Mali qui replonge dans la violence. 37 morts dans une attaque interethnique. Le Mali a beau prendre les devants, Mamoudou, il a du mal à conjurer les démons de la violence. Ce nouvel épisode concerne, vous l'avez dit, un accrochage interethnique, un nouvel accrochage. Les habitants d'un village Peul pris pour cible par des chasseurs traditionnels dans le centre, vous l'avez dit, on déplore 37 morts, tous des civils, en plus de nombreux blessés. Le récit de ces événements survenus hier avec Hassan Top. Le gouvernement informe l'opinion nationale et internationale d'une attaque ayant fait 37 morts sur le village Peul de Koulogon. Des hommes armés, habillés en tenue de chasseurs traditionnels d'Ozo, ont mené cette attaque. Outre les 37 morts enregistrés, tous des civils. Le bilan fait état de plusieurs blessés et de nombreuses habitations incendiées. Un précédent bilan établi par Karim Keïta, président de la commission défense de l'Assemblée nationale, et une source de sécurité avait fait état de 33 Peuls tués lors de cette attaque. L'assaut avait également été attribué à des chasseurs de la communauté Dogon par la même source de sécurité et un témoin. Les chasseurs traditionnels prétendent protéger les Dogons contre les Peuls alors que le conflit entre les deux communautés s'est exacerbé dans le contexte de la lutte contre les djihadistes. D'après le gouvernement, cette attaque survient alors que les plus hautes autorités du Mali ont entrepris de créer les conditions d'un dialogue intercommunautaire fécond dans le but d'instaurer durablement la cohésion et la paix dans la région. Violence en Afrique de l'Ouest, à l'est du continent aussi. Ça chauffe également à l'extrémité orientale de la Corne de l'Afrique, Mamoudou, la Somalie, théâtre de nouvelles tensions avec ses tirs de mortier sur une base de l'ONU à Mogadiscio. Cela s'est passé hier. Deux membres du personnel onusien touchés. Une attaque revendiquée par le groupe islamiste appelé Al-Shebab, affilié à Al-Qaïda. Le groupe contrôle encore des zones en Somalie. Il s'en prend régulièrement à l'État et à ses symboles. Il faut rappeler que le pays peine à restaurer l'autorité de l'État après des décennies de conflits persistants. La Somalie qui s'illustre d'une autre manière ce matin en expulsant un haut responsable de l'ONU, le Sud-Africain Nicolas Haysom, accusé d'avoir violé les normes diplomatiques internationales en intervenant dans la souveraineté de la Somalie, selon le communiqué officiel. Expulsion qui intervient après qu'il a demandé des explications suite à l'incarcération d'un homme politique issu de l'opposition et ancien Shebab. On reste avec l'ONU sur un autre sujet, les suites de la présidentielle en RDC. C'est cela, l'Amérique de Donald Trump élève la voix sur la coupure d'Internet dans le pays. Il n'y a pas que Washington qui se fâche, l'Union européenne aussi a fait part de sa désapprobation. Dans un communiqué conjoint, les puissances occidentales demandent au pouvoir congolais de rétablir la connexion au plus vite. Aminata Ndong pour les détails.
Dans l'attente du résultat des élections générales, l'accès aux moyens de communication est perturbé en République démocratique du Congo. Dans un communiqué conjoint, les États-Unis, l'Union européenne et des pays européens pointent du doigt le gouvernement congolais. L'accès à Internet et aux réseaux sociaux a été suspendu lundi pour une durée indéterminée sur décision du gouvernement congolais, informe un opérateur et un fournisseur d'accès. L'envoi de SMS était également impossible depuis lundi après-midi. Contraint par la Constitution de ne pas se représenter après plus de 18 ans au pouvoir, l'élection présidentielle doit désigner le successeur du président Joseph Kabila. 3 candidats sur 21 se disputent les voix pour la succession de Joseph Kabila. Il s'agit du candidat du pouvoir, Emmanuel Ramazani Shadari, et les 2 opposants, Félix Tshisekedi et Martin Fayoulou. Aminata Ndong à l'instant, j'ajoute qu'en plus de la coupure d'Internet, Kinshasa a aussi retiré Mamoudou son accréditation à la correspondante de RFI, Florence Maurice. La diffusion en FM du média français, par ailleurs, n'est plus opérationnelle sur la quasi-totalité de ses émetteurs en RDC. Enfin, un dernier mot pour rappeler que les résultats officiels partiels sont toujours attendus. Les résultats provisoires annoncés hier attendus dimanche au plus tard, soit une semaine après le scrutin. Il se passe des choses au Soudan. Oui, une vingtaine de formations politiques là-bas demandent un changement de régime pour surmonter la crise économique. Née de la série de manifestations, une partie de la population réclamant le départ de Omar El-Béchir en poste depuis 1989. Les manifs ont gagné plusieurs zones du pays, y compris la capitale Khartoum, suite à la hausse des prix du pain. Donald Trump, Kim Jong-un, vers un second sommet, la question se pose. Oui, Mamoudou, c'est ce que sollicite le successeur de Barack Obama. Trump a d'ailleurs fait savoir qu'il a hâte de tenir un nouveau sommet avec le Nord-Coréen Kim Jong-un. Ça tombe bien, la veille, le jeune dirigeant s'était dit prêt à rencontrer son homologue de Washington. Entre les deux, une différence d'âge de 38 ans, mais entre Trump et Un, que tout opposé ou presque au départ, il semble y avoir une grande compréhension en perspective, même si le sommet de Singapour n'a presque rien donné. Le rendez-vous s'était conclu par une déclaration en faveur de la dénucléarisation de la Corée du Nord, Pyongyang, où il est 21h passées de 21 minutes, Mamoudou. Merci Ousmane Gueye pour l'actualité internationale. Le journal des sports de e-Radio. C'est le sport qui prend le relais avec Seydina Abagay. Bonjour. Bonjour Mamoudou. CAF Award à Dakar, l'État sénégalais doit-il mettre un budget à la disposition de la CAF? Les avis sont partagés Mamoudou. Pape Diouf, ancien président de l'Olympique de Marseille, a posé le débat en affirmant que l'État du Sénégal ne devait pas donner à la CAF 500 millions pour les CAF Awards. Mais au niveau local, les journalistes sportifs ne sont pas aussi catégoriques. Si les uns estiment que l'ancien président de l'OM a raison, d'autres par contre affirment que c'est un investissement rentable. Les détails avec Aïssata Ndiaye. Pape Diouf a dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas. C'est l'avis du journaliste Abdelaziz Ban. Pour lui, l'État ne doit pas faire ce genre de dépenses car la CAF a largement les moyens d'organiser cette cérémonie. L'État du Sénégal ne devrait même pas penser à faire une telle chose car le football sénégalais ou encore le sport sénégalais mérite plus ces 500 millions de francs CFA qui vont être mis à la disposition de la Confédération africaine de football pour l'organisation de ces CAF Awards. Que ce soit donc l'urgence ou encore le souhait de vouloir organiser ces CAF Awards, aucun pays de ce quoi le Sénégal ne devrait verser une quelconque somme. Le journaliste sportif Bamba Kassé, quant à lui, pense que le budget mis en place par l'État du Sénégal est tout à fait normal. Lorsque la CAF vient solliciter un État africain pour abriter une manifestation, que ce soit une manifestation sportive purement, comme une Coupe d'Afrique, ou une manifestation de prestige, comme les CAF Awards, il est clair qu'il y a quelque part une sorte de partage des dépenses. Pour le pays, c'est un bon prétexte sur le plan de la coopération sportive. Je crois savoir qu'il y a des présidents étrangers qui sont attendus. Dans le cadre de la diplomatie sportive, Infantino de la FIFA et d'autres présidents de fédérations internationales peuvent être présents à Dakar. C'est une très bonne occasion à mon avis. Pour rappel, les CAF Awards, c'est une cérémonie de remise de prix aux meilleurs footballeurs et managers des académies africaines. Cette année, la cérémonie CAF Awards aura lieu à Dakar ce 8 janvier 2019. Les Navétanes, on en parle, contrairement à Dakar, ils se poursuivent sans violence dans le sud du pays. Effectivement, Mamoudou, et ce week-end se jouait la finale de la Coupe du maire de Bignona.
C'est l'ASC Balanti qui a été sacré devant l'ASC Manko sur le score d'1-0. Une belle finale avec deux belles équipes, des joueurs talentueux et un beau football. Si l'on se fie au maire de Bignona, Mamadou Lamine Keita, qui est au micro de iRadio. J'ai été impressionné par la qualité des deux équipes, très sincèrement. Pendant 90 minutes, il n'y a pas eu de flottement et les jeunes nous ont gratifiés d'un football de haute facture. Très honnêtement, je suis satisfait sur le plan de la qualité du jeu, mais aussi du comportement des joueurs. On a assisté à un très beau match, très honnêtement, et cela nous interpelle parce que nous avons vu des jeunes talentueux qui peuvent aller loin. Je crois qu'il faut beaucoup d'encadrement, il faut beaucoup d'attention pour ces jeunes-là. Et en ce qui nous concerne, nous ne manquerons pas de prêter attention à tous ces talents. Sport à l'école, iRadio s'est intéressé à la pratique. Et la pratique est difficile au niveau des établissements scolaires, une situation due au manque d'infrastructures. Et même si les dirigeants de ces écoles-là font de leur mieux, les acteurs aimeraient le retour du championnat de l'UASU pour faciliter la détection et l'encadrement des jeunes talents. Reportage de Mamoudou Diagne. 10 heures au collège d'enseignement moyen David Diop. Si certains élèves se précipitent à la cantine scolaire, d'autres se tournent vers le terrain pour suivre leur cours d'éducation physique au moment où le sport à l'école traverse des crises. Chose due selon M. Sarr, professeur d'éducation physique, par un manque criard d'infrastructures. La situation est idem au niveau pratiquement de toutes les structures. Pour être plus précise au niveau de tous les établissements, n'est-ce pas? Il y a manque effectivement d'infrastructures sportives, n'est-ce pas? Mais moi je crois que c'est un problème de politique globale en fait. Pour permettre à ces élèves de s'épanouir dans le sport, l'établissement a assuré le minimum. Nous avons un plateau multifonctionnel où on peut faire pratiquement toutes nos activités, n'est-ce pas? Mais si nous travaillons dans les mêmes conditions que moi qui était pratiquement élève il y a plus de 40 ans, tu vois ce que ça fait. Ce qui veut dire que la politique sportive globalement doit être définie ou bien redéfinie. Parce que ça ne va pas. Raison pour laquelle M. Sarr prône le retour à l'union des associations sportives, scolaires et universitaires UASU pour faciliter la détection des jeunes talents. Nous, quand on était à l'école, dans les temps, nous avons joué, n'est-ce pas, à l'UASU. C'était durant les cours d'éducation physique que les professeurs effectivement détectaient les bons éléments et en dehors des cours, on les récupérait pour les entraînements et autres, les orienter selon leurs capacités. Pour trouver des solutions idoines à ces problèmes listés, il appelle l'État à plus d'égalité dans sa politique sportive. Et c'est sur cette note que se clôt le journal sportif de ce midi King Mamoudou. Plus d'informations sur emedia.sn. Merci Seydina Bagay. iRadio, reportage. Le reportage du jour, les appartements meublés, une nouvelle tendance chez les jeunes. Cela s'est vérifié à l'occasion des fêtes de fin d'année. Aller en boîte de nuit ou au restaurant n'est, paraît-il, plus de mode. Une tendance nouvelle qui cacherait d'autres visées. À la cité Mixta, ces appartements meublés seraient transformés en lieu de débauche que n'apprécient pas les résidents. Le reportage de Hadja Tigui-Dankeba. Mixta, une cité sous les feux de la rampe depuis un certain temps. C'est un endroit privilégié pour beaucoup de jeunes. En cette période de fête, presque tous les appartements sont déjà réservés, selon ce propriétaire d'appartement. Actuellement, la demande est vraiment supérieure à l'offre. Tout ce que je possède comme appartement meublé est déjà pris. Beaucoup de bailleurs en ont profité pour augmenter le prix. Un appartement qu'on donnait d'habitude à 25 000 francs, 30 000, maintenant tu parles de 40 000, 45 000. Les gens ont changé de méthode en se regroupant dans des lieux tels que les appartements meublés, passer leur fête tranquille, mettre une musique et de la bouffe
Ce jeune homme, la vingtaine, a déjà loué son appartement. Il explique ses motivations. J'ai dépassé l'âge d'aller en boîte de nuit ou au resto pour le 31 décembre. Je préfère économiser et prendre un appartement avec mes amis. C'est plus discret et cela cause moins de problèmes. Imaginez, on peut dépenser plus de 200 000 entre les taxis, la boîte de nuit, etc. C'est mieux de prendre un appartement et rester au calme. Madame Guiro Aïda Goudiaby est la déléguée du quartier. Elle fustige le système de location qui se passe dans la cité. À l'entame, mixta, c'est des habitations, c'est pour les familles. On interdit à personne de travailler, mais c'est-à-dire qu'ils nous envahissent. Des jeunes qui viennent fêter des anniversaires à des mineurs, ce qui est interdit. Quand on vole les bijoux de sa maman, on va dans un appart meublé. Ce qui est mal dans cette société, ils les font dans les appartements meublés. Les appartements meublés sont devenus très prisés par les jeunes. Généralement, ils sont loués pour des fêtes ou tout simplement pour se reposer. Mais des choses pas du tout catholiques s'y passent selon certains résidents. GD16 vous offre la revue de presse. Et c'est le dernier acte de ce midi, Ousmane Gueye. Un discours de fin d'année ou une présentation de son bilan à la tête du pays, sans doute les deux à la fois. Mais la partie évaluation de son action a semblé dominer à lire la presse de ce matin. Et pour cause, comme l'a compris Sud Quotidien, la fin de son septennat approche à grands pas. Macky Sall, qui va remettre son mandat en jeu le 24 février prochain, avait donc tout intérêt à convaincre, mieux à accrocher. Les chiffres du bilan dansent à la une de Libération. Une croissance partie de 1,7% en 2012 pour dépasser les 7%. Une capacité côté énergie qui passe de 500 MW lorsqu'il accédait au pouvoir à 1141 en 2018. Un patrimoine autoroutier parti de 32 km à 221 aujourd'hui. Seulement, au lieu de construire des routes, Macky Sall avait d'autres priorités que le béton à gogo pour prendre la tribune. Une analyse de l'économiste Meissa Babou dans Enquête. Ni la Touba ni le train express régional n'ont été des demandes sociales, clarifie le spécialiste selon qui le social s'est révélé le parent pauvre des 7 ans de Macky Sall qui s'achève. À la page 4 de Vox Populi, le président de la République, comme pour anticiper les critiques, explique que les infrastructures sont nécessaires pour le développement d'un pays. D'ailleurs, il annonce l'achèvement d'un vaste programme de 43 projets sur un linéaire de 1762 km, non sans compter la poursuite d'autres chantiers sur la dorsale de l'île à Morphil et les axes Ndioum, Wurosogi, Bakel, Kidira, Goudiri, Tambacounda, Kédougou, Salémata à titre d'illustration. Et le train express régional a-t-il coûté plus que ce qui est avancé officiellement? Les confrères, lors du grand entretien, ont posé la question. Réponse de Sall, 656 milliards. Mais attention, il va falloir encore débourser puisque ces comptes non tenus du surplus de la tranche conditionnelle Diamniadio AIBD de 19 km qui n'a pas été soumise à un appel d'offres. Et Macky Sall de rassurer à la page 3 de Enquête que cette tranche ne sera pas aussi coûteuse que la première, l'État n'ayant pas cette fois indemnisé des ménages à déguerpir. Un voile, comme le constate Sud Quotidien, levé également sur l'organisation de la présidentielle. Que ceux qui espéraient le départ de Ali Ngouille Ndiaye déchantent tout de suite, le président de la République ne séparera pas de son ministre de l'Intérieur, fut-il pour donner un gage de transparence à son opposition. Je ne le ferai jamais. Douma Kodef, répond le candidat de Benno Bokk Yakaar dans Sud Quotidien, non sans préciser que c'est même un faux débat. Mais Macky Sall n'avait-il pas demandé le départ de Ousmane Ngom de la place Washington du temps d'Abdoulaye Wade? Je n'ai jamais récusé l'ancien ministre de l'Intérieur, souligne-t-il dans Les Échos. Thierno Alassane Sall, il n'a pas démissionné, on l'a renvoyé du gouvernement. Karim Wade, Macky Sall qui se lâche comme le constate l'AS, aborde aussi le cas du candidat du PDS et c'est pour dire que s'il avait peur de lui, il ne l'aurait jamais gracié. Karim Wade, justement, ses vœux, tout comme ceux de son père, occupent la une de Vox Populi. Que l'année 2019 marque la fin du régime antidémocratique, corrompu et incompétent de Macky Sall, pendant que Abdoulaye Wade prie, lui, que février 2019 comprenait la présidentielle, soit un pont radieux ouvert sur un avenir de prospérité et de fraternité d'un peuple combattant qui ignore la misère et la famine. Vox Populi a conclu que les Wade
souhaite la chute du régime de Macky Sall pendant que les Échos voient dans les vœux de l'ancien président de la République un poème rempli de piques à son successeur. Qui des candidats déclarés pour la présidentielle pourrait remplacer Sall au palais, mais d'abord qui franchira l'obstacle du parrainage. Le Conseil constitutionnel va donner sa liste provisoire ce mercredi. Ça ne devrait pas tarder à lire Sud Quotidien puisque les 7 sages ont donné rendez-vous ce soir. C'est arrivé, le grand jour relève les Échos qui persistent et signent que beaucoup de candidats ont déjà été éliminés d'office donc. En sport, une opération qui pourrait peut-être faire oublier à Khalidou Koulibaly le fâcheux épisode raciste qui a clos l'année. Fortement désiré à Old Trafford, le Sénégalais pourrait bientôt rejoindre Manchester United. À en croire un stade, Naples est prêt à lever l'option d'achat des 79 milliards de francs CFA. GD16 vous a offert la revue de presse. C'est la fin de ce midi, le rappel des titres. Présidentielle du 24 février, les 27 candidats seront fixés sur la validité ou non de leur parrainage aujourd'hui. Le Conseil constitutionnel va publier une première liste. 23 candidats de l'opposition mettent déjà en garde contre toute éventuelle invalidation du moindre dossier. Grève des cheminots de Dakar-Bamako ferroviaire, un mot d'ordre qu'ils comptent maintenir jusqu'à la satisfaction totale de leurs revendications. Les travailleurs du chemin de fer courent derrière 2 mois de salaire pour les Sénégalais et 9 pour les Maliens. 6 000 parcelles aux milliers de victimes du projet immobilier avorté de Tivaouane Peulh. La mesure annoncée par le président Macky Sall le 31 décembre remet sur la table le scandale foncier Namora. Le collectif d'acquéreurs de propriétés réclame un traitement diligent du dossier. Et puis dans l'actualité culturelle, ouverture du musée des civilisations au public aujourd'hui. Une entrée libre et gratuite pour apprécier les belles œuvres. Le midi présenté par Mahmoud Ibrakan, à la technique Aliou Diassé, Mohamed Kandji à la réalisation. Retrouvez cette édition sur notre chaîne YouTube à la caméra Kolo Cissé. Dans un instant, juste après Salimto 2-19, le journal de l'élection présidentielle. Et puis, Syl Mouniel et Tonton Ada seront également au rendez-vous à 13h, le journal en Wolof. Khalifa Diakhaté, merci, bon après-midi et surtout bon appétit. لم يكن مرتيا